Bon, nous allons entamer le chapitre 1 où il s'agira de parler de l'état d'un objet quantique. Nous allons aborder ce sujet en mettant d'abord en évidence les particularités de ce qu'on appelle un objet quantique à travers une interférence qui sera faite avec des particules individuelles. Après cela, donc, nous allons aborder la notion d'amplitude de probabilité et nous allons achever le chapitre par l'espace de Hilbert et la notion du qubit. À l'issue de ce chapitre, l'étudiant devrait être capable de comprendre à travers l'expérience d'une interférence à une particule la nature fondamentalement probabiliste ou un déterminisme des phénomènes quantiques. Il devrait être capable aussi de comprendre les concepts nouveaux qui vont se dégager, tels que la notion d'état quantique, d'amplitude de probabilité ou d'amplitude de transition d'un état à un autre, la superposition d'états ou la notion de qubit et comment on manipule toutes ces entités-là dans l'espace de Hilbert qui est un espace complexe. Bien, pour ce qui est de l'interférence à une particule, nous allons utiliser ce qu'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder, lequel est composé d'une source laser, des séparateurs de faisceaux qu'on appelle en anglais beam splitter. Il y en aura deux, un là et un autre là. Et on va aussi utiliser deux miroirs. Quand on introduit sur l'un des chemins, on parle des chemins, c'est-à-dire qu'on a le chemin du bas et le chemin haut, c'est-à-dire que le chemin supérieur et le chemin inférieur. Lorsqu'on introduit sur l'un des chemins une lame qu'on appelle déphaseur, une lame de phase phi, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc une figure d'interférence qui dépend de la phase phi. Donc sur le plan pratique, on obtient quelque chose qui ressemble à cette figure-là. Pour se résumer, sur le plan classique, avec l'interféromètre de Mach-Zehnder, on constate que l'intensité lumineuse sur l'écran est une fonction oscillante de la différence de phase phi entre les deux chemins, le chemin du haut et le chemin du bas. Elle se présente comme ça, où on voit bien que on a des interférences brillantes et des interférences sombres. Bien, nous allons utiliser le même dispositif à la suite de ce que l'équipe de Alain Aspect a fait en 1987. Précisons une chose. Alain Aspect est un Français qui a été enseignant coopérant au Cameroun dans les années 70. Alors, quand il rentre en France pour faire sa thèse, il est accueilli au laboratoire de Koen Tanouji, le prix Nobel. Et entre autres, donc, il réalise, c'est-à-dire qu'il fait ses travaux en optique quantique et il réalise donc l'expérience que nous allons reprendre aujourd'hui. Pour cela, on a besoin d'une source qui va envoyer des objets quantiques un à un, ça c'est important, c'est-à-dire qu'en unité comptable. On aura besoin de deux séparateurs, deux beam splitters, qui sont des miroirs semi-transparents. On aura besoin de deux miroirs qui vont introduire une différence de phase pi sur 2 là parce qu'on a un angle, là vous voyez là on a un angle de pi sur 2 au niveau de deux miroirs. On a un déphaseur ou un phase shift qui lui va introduire une différence de phase phi qui est représentée par exponentielle i phi sur le bras long. Le bras long peut être le bras inférieur comme là. On peut aussi mettre la lame ici sur le bras supérieur et du coup ce bras supérieur devient le bras long. Long pourquoi? Parce que la lame introduit une différence de phase, c'est-à-dire que quand l'objet quantique n'est pas dans le vide, il entre dans la matière qui a une phase phi, l'objet quantique est ralenti. Et quand il est ralenti, ça veut dire qu'il parcourt ce chemin dans un temps plus long que le chemin qui n'a pas de phase. C'est pour ça qu'on parle du chemin
long ou le bras long. On aura aussi besoin de 2 détecteurs que l'on voit là pour compter les objets quantiques, puisque on a dit ce sont des quantités en unités, on peut les compter. Donc chaque fois que une particule va arriver ici, le détecteur va le compter ou va se déclencher. Donc il y a un dispositif qui va nous dire si 2 détecteurs, c'est-à-dire qu'on parlera de coïncidence au moment où 2 détecteurs pourront s'activer en même temps. Bien, la première expérience que nous allons réaliser est une expérience simple. On a notre source là, on va mettre le séparateur à la suite de la source et on aura 2 détecteurs. Les objets quantiques vont arriver individuellement sur le détecteur et nous allons compter combien sont réfléchis sur le séparateur et combien sont transmis sur le séparateur. On parle de transmission quand le chemin qui arrive, quand l'objet quantique qui arrive sur le séparateur est transmis. Ici, on constate qu'elle est réfléchie. Donc, elle change de direction quand elle réfléchit. Elle ne change pas de direction quand elle est transmise. Ok, allons-y dans un cas bien précis pour observer la simulation sur le site de Kivis. Bien, nous allons demander, là on peut envoyer un objet quantique 1 à 1, on constate qu'il y a un seul détecteur, le détecteur 2 qui s'est déclenché. Maintenant, si je demande à ce qu'une quantité importante apparaisse, voilà. Bien, là, je vais demander à ce que la probabilité soit affichée. Qu'est-ce qu'on constatera? C'est que le détecteur ne se déclenche jamais. Les 2 détecteurs ne se déclenchent pas en même temps. Bien. Qu'est-ce qu'on constate donc? Que les 2 détecteurs ne s'activent jamais en même temps. L'objet quantique est indivisible, c'est-à-dire c'est une entité indivisible qui est soit réfléchie, soit transmise. Donc on a 2 chemins possibles. Et on a constaté tout à l'heure qu'il y avait équiprobabilité de réflexion et de transmission, c'est-à-dire que la probabilité pour que l'objet quantique, lorsqu'il arrive sur le séparateur, qu'il soit transmis ou réfléchi, à chaque fois, c'est 50%. Passons maintenant à la deuxième expérience. On peut faire l'hypothèse H1. L'hypothèse H1 suivante. Est-ce qu'en sortant de la source, chaque objet n'a pas une instruction lui permettant, chaque fois qu'il rencontre un BS, de savoir que lui, il ne sera que réfléchi ou alors il ne sera que transmis? Alors, examinons cela. Si notre objet quantique sort de la source, arrive au BS, quand il arrive, quand il est sorti de la source, il a l'information sur ce qu'il doit faire. Donc, s'il avait l'information que lui, chaque fois qu'il a reçu un BS, il doit être transmis, alors il va arriver ici, il va être transmis. Lorsqu'il va arriver là, il sera transmis à nouveau. S'il avait l'information qu'il ne doit être que réfléchi, ça veut dire que lorsqu'il arrive à ce BS, il est réfléchi. Lorsqu'il arrive au BS3, il est à nouveau réfléchi. Et donc, on devrait s'attendre à ce que sur ce détecteur et celui-ci, qu'on ne trouve absolument rien. Donc, les 4 chemins possibles qu'on devrait avoir, qu'on a dans cette expérience, c'est que la particule qui est partie peut être transmise 2 fois, transmise ou réfléchie, transmise et réfléchie. Ici, elle est réfléchie et elle est réfléchie. Là, elle est réfléchie et elle est transmise. Donc, voilà les 4 chemins possibles. Mais comme je l'ai dit précédemment, si la particule avait l'instruction,
sur ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que si à la source, elle a l'instruction au préalable, on ne devrait rien observer sur ce détecteur et sur celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est que les particules sont détectées, il y a une probabilité de détection sur l'ensemble des 4 détecteurs. Donc les 4 chemins sont possibles. Et à chaque fois, il y a une probabilité de 25% pour que un détecteur soit déclenché. La conclusion de cette expérience, c'est quoi? C'est que la particule n'a pas une information préalable. C'est quand elle arrive sur le 1BS qu'elle est soit transmise, soit réfléchie de manière complètement hasardeuse. Passons donc à l'expérience 3. À l'expérience 3, nous avons ce qu'on va appeler un Mach-Zehnder équilibré. Équilibré dans quel sens? C'est que le chemin en rouge, qu'on appelle le chemin inférieur ou le chemin du bas, est exactement à la même longueur que le chemin du haut. Exactement la même chose. Donc ici, on aura 2 chemins possibles. La particule part de la source. À ce niveau-ci, sur le chemin rouge, elle est transmise là. Et sur le second BS, elle est à nouveau transmise. Donc ça, c'est le chemin TT, transmise 2 fois. La particule qui a été transmise peut arriver ici et elle est plutôt réfléchie. Ça, c'est le chemin TR. La particule peut partir de la source, arriver sur le BS1, est réfléchie et arriver sur le BS2 est à nouveau réfléchie. Ça, c'est le cas RR. Elle peut être réfléchie au départ sur le BS1 et réfléchie sur le BSE et transmise sur le BS2. Alors, elle est détectée ici. Donc, on a dans cette expérience, comme précédemment, 4 chemins possibles. Et les 4 chemins ont la même longueur. Mais il y a une chose de remarquable, c'est que lorsque la particule est détectée ici, vous ne pouvez pas dire la particule qui est détectée ici a été réfléchie 2 fois ou transmise 2 fois. Autrement dit, qu'elle a emprunté le chemin RR ou le chemin TT. La particule qui est détectée ici, vous ne pourriez pas dire si elle a emprunté le chemin TR ou le chemin RT. On dit donc que le chemin TR est indiscernable du chemin RT. De même que le chemin RR est indiscernable du chemin TT. Observons donc ce qui se passe avec la simulation sur Kivis. Nous allons insérer les miroirs là et on va insérer donc notre deuxième beam splitter là. Toutes les particules vont se diriger vers un seul détecteur. C'est le détecteur qui a, vous voyez bien sa direction. Ce détecteur-ci a la même phase que le détecteur, les particules qui sont détectées ont la même phase que celle qui est partie de la source. C'est ainsi. Voilà. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est-à-dire que si l'expérience se comportait comme l'expérience à l'expérience 2, on aurait trouvé que, puisque ici on a T et T, le OU en termes de probabilité, c'est la somme.
on aurait donc 25% plus 25%, donc 50% de particules ici, et on aurait 50% de particules détectées là, en vertu de l'expérience 2. Mais nous précisons qu'à l'expérience 2, on était capable de dire quel est le chemin emprunté par la particule détectée. Ici, on ne connaît pas le chemin. On ne connaît pas le chemin et on observe que toutes les particules vont à un seul détecteur. Et comme je l'ai dit, le détecteur qui est placé de manière à avoir la même phase que la particule partie de la source. Donc, vous voyez la particule part d'ici, dans cette direction, elle est détectée là. Si on avait une particule, si on avait mis notre source plutôt ici en bas, là, voici le détecteur qui se déclencherait à tous les coups, de façon certaine. Non, nous reprécisons que, dans ce cas-là, on dit que à ce détecteur-ci, il y a des interférences destructives, alors qu'à celui-ci, il y a exclusivement des interférences constructives. C'est pour ça que seules les particules, les particules ne sont détectées que sur ce détecteur. Il n'y a que ce détecteur-là qui se déclenche. Donc, lorsqu'on ne peut pas savoir par quel chemin l'objet quantique détecté a pris, on observe des figures d'interférence. Bien, donc nous venons de mettre là en exergue ce qu'on appelle le hasard quantique. Lorsqu'on assemble d'une certaine manière deux séparateurs qui sont, et comme on l'a constaté, ces séparateurs sont les générateurs de hasard, parce que lorsque la particule arrive au niveau du détecteur, elle choisit de manière hasardeuse d'être transmise ou d'être réfléchie. Mais quand on les ensemble, comme on vient de le voir à l'expérience précédente, à l'expérience 3 qu'on vient de voir, on trouve qu'il y a une certitude. Toutes les particules sont détectées à un seul détecteur. À la première question, l'objet quantique a-t-il pris le chemin T après BS? Après le BS1, on ne peut que après le BS1. Est-ce que la particule a pris le chemin T lorsqu'elle est détectée ici? Nous ne pouvons pas répondre à la question. La deuxième question, est-ce que l'objet quantique est-il détecté à la sortie RT ou TR? Là, on peut répondre. C'est-à-dire que ce que nous savons, c'est que la particule, est détectée ici. Donc, nous pouvons dire que oui, la particule a emprunté ce chemin ou ce chemin-ci. Mais, nous ne pouvons pas dire qu'après le BS1, la particule a été réfléchie ou transmise. Non. Mais nous savons simplement qu'elle est détectée ici. Voilà la seule information qu'on a avec certitude. Ok. Si maintenant, on modifie notre expérience en insérant deux détecteurs juste après le BS1, si on met un détecteur, c'est-à-dire que si le détecteur ne se trouvait ici ou là, c'est-à-dire que si on met un dispositif ici capable de nous renseigner sur le chemin emprunté par la particule après le BS1, alors de façon certaine, on n'aura pas de figure d'interférence. Donc, lorsqu'on est capable de discerner le chemin emprunté, il n'y a pas de figure d'interférence. La figure d'interférence n'est observée qu'à la condition que le chemin emprunté par les objets quantiques soit indiscernable. Autrement dit, il est impossible de savoir par quel chemin l'objet quantique est passé et observer une figure d'interférence. Ça, c'est le paradoxe du chat de Schrödinger que vous allez voir en télé. Bien.
Réalisons maintenant l'expérience 4, qui est une expérience complètement analogue à ce que nous avons présenté au chapitre, au début de notre présentation en parlant du Mach Zehnder classique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre expérience de Mach Zehnder équilibré et on va introduire donc sur l'un des chemins un déphaseur ou une lame phase phi. Le rôle de la phase phi est de retarder le passage. Et quand on retarde le passage du photon, on dit qu'on a à rallonger le chemin. Ici, nous allons rallonger le chemin transmis et réfléchi. Donc, on a allongé ce chemin-ci. D'accord? Donc, le chemin supérieur, on peut le dire ainsi. Donc, allons donc observer ce que ça donne sur le site de Kivis. Bien, voilà donc notre dispositif sur le site de Kivis avec le déphaseur là, avec le déphaseur ou le phaseur qui aura une phase phi. Bien. Nous allons lancer nos objets. Ici, c'est un objet classique. On va prendre plutôt notre photon là. Pour le moment, il est là sans on revient à la première expérience de tout à l'heure. On va constater que à chaque fois, il y aura, le déclencheur sera soit en gauche, soit à droite, c'est-à-dire que le premier ou le second, de façon équitable. D'accord? Ça, c'est la reproduction de l'expérience 1. Lorsque j'introduis la deuxième, là j'introduis le deuxième bisplitter, donc là j'ai le Mach Zehnder équilibré. Bon, ce qui nous intéresse dans ce cas particulier, c'est d'introduire une phase là. Et cette phase là, on peut changer sa valeur. Voilà. Donc vous voyez que lorsque j'ai introduit la lame de phase, cette fois-ci, j'ai une probabilité non nulle pour que, en fonction de la valeur de phi, ok, on va constater que le comportement, c'est-à-dire que les probabilités vont changer. Vous voyez, là, ça a déclenché ici. Tout à l'heure, ça a déclenché là. Ça déclenche encore en 2. Donc, on voit que en 1 ou en 2, c'est-à-dire que le nombre de particules détectées varie. Et elle dépend donc de la valeur de la phase. Bon, là, je vais effacer. Je vais prendre la phase pi. Et on va observer. Bon, je vais lui demander d'envoyer rapidement 100. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que toutes les particules, lorsque la phase ci est égale à pi, toutes les particules vont au détecteur 1. Donc c'est au détecteur 1 qu'on a l'interférence constructive. Bien, je vais effacer là. Je vais prendre à pi sur 2. Je vais lui demander qu'est-ce que ça donne pour 100. Ok. Lorsque j'ai envoyé 100,
photons, j'observe que j'ai une équirépartition entre le détecteur 1 et le détecteur 2. Si je reviens, j'efface là, et je reviens à phi égale à 0, visiblement, il n'y a que le détecteur 1 qui se déclenche. Alors je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe si j'envoie 100 photons? Il me dit, tous les 100 photons seront détectés rien que en D2. Bien. Donc l'observation c'est quoi? C'est que la probabilité de détection à l'un ou l'autre détecteur dépend de la phase phi. Ok, nous avons donc exploré les différentes valeurs que quand en fonction de la valeur de la phase, toutes les particules sont détectées ici, et quand elles sont complètement détectées là, elle est égale à 0. Si elle est égale à 0 à ce détecteur, elle est égale à 1 à l'autre. Et qu'est-ce qu'on constate? Que dans tous les cas, la somme des deux probabilités est toujours égale à 1. Cela dû au fait que le cosinus plus le cosinus carré plus le sinus carré est égal à 1. Chose remarquable, lorsque j'ai modifié un des chemins, c'est-à-dire que je n'ai placé la lampe qu'ici, mais j'observe qu'en mettant la lampe sur ce chemin-ci, lorsque la particule est passée ici, sa probabilité dépend de la lame. Donc j'ai modifié un seul des chemins, mais j'ai modifié le comportement des objets quantiques, de tous les objets quantiques. Donc même l'objet quantique qui passe par ce chemin, par le chemin court ou le chemin inférieur, est influencé par la phase phi qui est là. Donc tout se passe comme si elle ressent la présence de cette phase-là. Bien, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de ces différentes expériences? Chaque objet quantique est indivisible lors de la détection parce que c'est un corpuscule, elle ne se divise pas comme une onde. Dans les expériences 1 et 2, il y a un seul chemin qui conduit à chaque détecteur. Chaque objet détecté a emprunté un chemin connu. On était dans la situation de discernabilité. Ici, il y a des discernabilités, on l'a constaté, il n'y a pas d'interférence. Dans les expériences 3 et 4, où on a le Mach-Zehnder 3 équilibré, 4 déséquilibré, un des bras est plus long que l'autre, on ne peut dire par quel chemin l'objet quantique détecté, on peut dire quel chemin l'objet quantique détecté a emprunté, les deux chemins étant possibles. Donc ces chemins indiscernables ont conduit à la présence des interférences. Ceci dégage donc le principe d'indiscernabilité des chemins. L'interférence apparaît lorsqu'un objet quantique peut explorer plusieurs chemins en même temps et que ces chemins soient indiscernables. Elle peut emprunter plusieurs chemins indiscernables pour arriver au détecteur, mais elle peut emprunter plusieurs chemins indiscernables pour arriver au détecteur, mais en réalité, elle ne passe que par un seul chemin. Chaque objet quantique explore tous les chemins possibles. C'est ça le principe de délocalisation comme une onde. C'est-à-dire qu'elle explore tous les chemins possibles, mais comme elle est indivisible, elle ne passe que par un des chemins. Donc, son aspect ondulatoire lui permet d'explorer tous les chemins possibles. Elle a un aspect corpusculaire. On voit bien que au niveau du détecteur, il y a un point d'impact.
Donc, notre objet quantique est un corpuscule qui a la capacité d'explorer comme une onde tous les chemins possibles. Donc, on ne pourrait dire, lorsqu'on observe une figure d'interférence, que notre objet a emprunté tel chemin. Donc, le chemin est indéfini ou la trajectoire indéfinie ou indiscernable. Dans l'expérience 3, lorsque on cherche à savoir, c'est-à-dire que si j'ai mon Mach Zehnder équilibré, si je mets n'importe quel type de dispositif pour avoir la trace du chemin emprunté, alors les figures d'interférence disparaissent automatiquement. Autrement dit, lorsque l'on veut observer l'objet quantique, on le perturbe. L'objet quantique est irrémédiablement perturbé par l'observation. C'est un fait important qui a de grosses conséquences. Donc, sur le plan pratique, le fait qu'on ne puisse pas observer un objet quantique sans le perturber est exploité de manière positive sur le plan industriel. Autrement dit, si on prend par exemple le problème de la sécurisation de l'information. Aujourd'hui, grâce à cela, on est capable de fabriquer des dispositifs qui permettent de crypter l'information, de l'échanger, de manière à ce que dès qu'un espion va pirater l'information, cela sera immédiatement détecté. Pirater l'information, l'espion va faire quoi? L'espion, on a A qui envoie une information à B. C se met au milieu, capte l'information, la lit avant de l'envoyer à B. Le fait que C a capté l'information et l'a lu, il a immédiatement changé le système. Lit veut dire il a fait la mesure. Alors nécessairement un échange entre A et B va permettre à B de savoir que ce n'est pas ce que A a envoyé. Voilà par exemple une exploitation industrielle du fait qu'on vient d'observer. Nous avons un certain nombre de vidéos. Il vous suffira de cliquer sur votre fichier pour pouvoir visionner ces vidéos-là. Et nous avons donc tout à l'heure exploité un certain nombre de simulations sur le site de